Bon, alors avant d'attaquer sur ces aspects biographiques qui sont largement détaillés, mais pas tout à fait complètement, dans Crimes de guerre à l'OTAN, parce que je suis en train de préparer un bouquin, personne n'écrira un Jacques pour moi dans l'état de notre presse, donc je le fais moi-même. Et ça va être un bouquin encore saignant, je suis en train de travailler, cette nuit j'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin dessus avec grand plaisir. Je vais commencer par vous commenter l'actualité. Ce qui se passe en Irak, qui semble la continuation de ce qui s'est fait il y a 12 ans, n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas la même chose du tout, ce n'est pas une répétition. En revanche, c'est la poursuite d'un processus. Actuellement, les B-52, partant de Grande-Bretagne, survolant la Turquie, ravagent l'Irak. Je dis bien ravagent l'Irak. Les B-52 et les missiles Tomahawk, ça ne peut absolument pas faire des frappes précises. Le Tomahawk a une certaine précision. Il a été conçu dans les années 60, industrialisé dans les années 70, pour mettre en place, en volant à 800 km/h, une charge nucléaire dans un cylindre de 10 mètres de haut sur 60 mètres de diamètre. Vous voyez bien que là, dans une ville, avec un véhicule qui pèse 4 tonnes, vous n'êtes pas dans la frappe chirurgicale. Alors les frappes chirurgicales, ça m'énerve, parce que ça m'évoque la chirurgie de guerre, qui est à la chirurgie ce que la médecine militaire est à la médecine. Sauf que moi j'aime bien la médecine militaire, j'aime bien la musique militaire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi les Anglais y sont? Pourquoi les Français y sont pas? Pourquoi les Allemands y sont pas? Eh bien, c'est ce dont on va parler. Les Américains sont des gens charmants. L'administration américaine est une bande de gangsters. Je refuse le qualificatif qu'on accole à mon nom dans les milieux mal intentionnés, de dire que je suis un anti-américain, primaire ou secondaire, puisque j'ai appris à lire. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui m'ont notamment informé sur les affaires du Pentagone. J'ai travaillé aux côtés des militaires américains, j'en ai gardé des liens qui perdurent. Avant l'affaire du 11 septembre, j'avais été amené à commenter les élections et notamment le résultat, enfin la façon dont Bush est arrivé au pouvoir. Et un de mes amis que j'ai rencontré en Palestine, qui est général de division des US Marines, qui a eu un commandement prestigieux quand il était général de brigade, qui continue sa carrière, m'a dit, de toute façon, c'est beaucoup plus facile, dans l'état actuel des lobbies, l'état actuel financier des lobbies, d'acheter les 12 juges de la Cour suprême que d'acheter tous les grands électeurs. C'est lui qui a attiré mon attention, parce que je me foutais complètement des élections américaines, sur le fait que le frère de George Bush, en Floride, est à déterminant, critical pour les Américains, déterminant dans la désignation du président, a fait fonctionner pour la première fois, à titre de prototype et sans essai préalable, un système de vote électronique, qui malheureusement est tombé en panne. Et ensuite, eh bien, on a fait le dépouillement à la main. Et seulement, comme on arrivait après des dates fatidiques, la Constitution américaine s'est mise en place. Et c'est la Cour suprême qui a désigné le président. Ça fait partie de la Constitution. Il faut savoir que, aux États-Unis, l'idée même d'avoir un président élu au suffrage universel est une horreur. Ce n'est pas considéré comme leur démocratie. Ce sont un certain nombre de spécialistes qui désignent le président. Ces spécialistes s'appellent les grands électeurs et qui, eux, sont élus par le peuple. Seulement, la Cour suprême ne se déjuge pas. Et quand la comptabilité manuelle, normale, celle qu'on aurait dû faire dès le départ, qu'on aurait dû mettre en doublure du système dès le départ, mais surtout on ne l'a pas fait, quand ils ont rendu les résultats, c'était 3 jours trop tard. Et on voyait bien que M. Bush n'était pas élu. Voilà. Alors, on va me qualifier de gauchiste,
d'autres vont me qualifier de fasciste, puisque je suis un ancien militaire. Eh bien moi je vais vous dire, j'ai deux pieds, un droit et un gauche. Et pour avancer le pied gauche, je m'appuie sur le pied droit et réciproquement. Mais c'est pour aller où je veux, et pas où on veut me faire aller. Pendant des années, pendant 26 ans et demi de carrière, je suis allé où on me disait d'aller, et j'y suis allé volontairement, sinon j'aurais démissionné. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que quand je me rase dans le miroir, quand je me rase et que je regarde dans le miroir, j'ai pas honte. Oh, je suis pas un saint. Et j'explique les conneries que je fais. Maintenant, je témoigne. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les officiers de renseignement parlent à leur chef, on les écoute, on fait ce qu'on veut. Mais quand ils racontent leurs souvenirs, on s'intéresse qu'à leur trou de mémoire. Ben moi, j'ai pas de trou de mémoire. Pour une raison simple. Dans les conditions où j'ai quitté l'armée, c'est-à-dire demandant ma mise à la retraite pour pouvoir être libre d'écrire et de me défendre avant mon procès, je n'ai signé aucune reconnaissance de responsabilité vis-à-vis de la conservation du secret. J'ai une conscience professionnelle, j'ai des camarades, français et étrangers, je ne vais pas les mettre en difficulté. Donc quand je parle d'eux, je conserve les prénoms et je change les noms. Mais ceux qui m'ont fait ch et ceux qui participent à ce travail reptilien, je les dénonce par leur nom. Et Jean-François Bureau, qui est le porte-parole actuel du ministère de la Défense, qu'il était sous le gouvernement précédent, qu'il est depuis très longtemps, je le cite nommément dans Crime de guerre à l'OTAN, à propos d'un trafic d'armes, de missiles de croisière franco-britanniques, avec les Émirats arabes unis, et missiles de croisière avec lesquels les Émirats arabes unis, ou tout autre des pays auxquels ils les rétrocéderont, peuvent tirer des armes de destruction massive, au moins pour 550 des missiles, y compris sur Israël. Alors, comment on en est arrivé là? Les États-Unis commencent leur création en 1776. Ce sont des gens qui luttent pour leur indépendance. Après tout, c'est noble. Nos anciennes colonies l'ont fait. Ouais, sauf que là, il s'agit d'anciens, pour beaucoup d'entre eux, d'anciens déportés des prisons britanniques ou des pontons de la Tamise. C'est pas forcément des tendres. Alors, je ne vais pas diaboliser les gens qui ont été condamnés. Hein, ce serait quand même vraiment me bouffer la viande de la main. Je sais parfaitement que sur les pontons de la Tamise, parmi les déportés qui sont allés au Canada, ou en Louisiane, parmi les moustiques, il y avait des tas de gens bien. Pour ça que le pays a pu se créer. Mais il se crée avec des gens qui ont souffert, et il se crée dans la violence. Les premiers colons, même encore britanniques, commencent par massacrer nos frères indiens. On les repousse d'abord. On commence par prendre contact avec eux. On s'entend bien tant qu'on est peu nombreux. Quand on est suffisamment nombreux pour déranger leur écosystème et qu'ils emmerdent le système économique, parce que l'écosystème n'est pas le système économique, alors on les chasse. Les Américains, ayant obtenu par la guerre leur indépendance, se foutent sur la gueule entre eux. Et ça conduit à ce qu'ils appellent la Civil War et qu'on appelle la guerre de sécession. La guerre civile, ils appellent ça. Cette guerre de sécession est déterminante, parce que c'est le Nord industriel et technique qui écrase le Sud traditionnel et agricole. C'est le monde anglo-saxon et le droit anglo-saxon qui écrase un monde plus sud-européen et centre-européen avec un droit plus romain, inspiré du droit napoléon. C'est pour ça qu'actuellement, les avocats aux États-Unis ne sont pas compétents dans tous les États. Ceux qui ont du fric et qui veulent vraiment pouvoir travailler dans tous les États sont obligés de se payer 2 cursus d'études de façon à être qualifiés pour travailler en droit romain ou en droit anglo-saxon.
Et là, c'est extrêmement important, parce que c'est la technique et les sciences qui gagnent une guerre politique. Et ça va imprégner les nouveaux maîtres des États-Unis, c'est-à-dire l'Union, puisque la Confédération disparaît. Vous voyez bien que l'esprit de géométrie a écrasé l'esprit de finesse, pour parler comme on disait au XVIIIe. Ça, c'est très important. Alors, je voudrais faire un petit point sémantique. On parle de technologie au lieu de parler de technique, maintenant, dans le langage courant. Et ça nous vient des États-Unis. La technologie, c'est l'étude des sciences et techniques et de leur histoire. C'est donc un discours sur la technique. On ne parle plus de morale, on parle d'éthique. La morale, ce sont des règles qui s'imposent à tout le monde, comme la Constitution s'impose au législateur ou à l'exécutif. Eh bien, le système est tellement perverti que quand notre Constitution nous emmerde, on l'amende. Et surtout, c'est le Congrès qui fait ça dans son coin, c'est l'oligarchie. Il n'y a pas de référendum. Là, le Congrès vient de nous changer des trucs qui sont déterminants pour l'organisation des pouvoirs, qu'on soit d'accord ou non pour les décisions qui sont prises. Nous, on ne nous a pas consultés. Et quand nous avons voté pour les élections présidentielles, quand nous avons voté pour les législatives, on ne nous a pas dit, dans le programme de travail, il y aura ceci. Pourquoi? Parce qu'on travaille de manière occulte. Ça aussi, c'est une chose importante. Revenons donc aux États-Unis après la guerre de sécession. Le pays est immense, c'est un pays à la taille d'un continent. Et c'est pour ça qu'il faut le rapprocher d'un autre pays à la taille d'un continent, et il n'y en a qu'un, c'est la Russie. Car la Chine, c'est très nombreux, ils sont très nombreux. L'Inde, ils sont très nombreux. Mais ce n'est pas un continent complet, c'est une portion de continent. Alors que la Russie, comme l'Amérique du Nord, c'est un continent énorme. Ayant à s'occuper d'un pays à la taille d'un continent, et ayant à occuper un pays à la taille d'un continent, les Américains se lancent sur la rationalité et la vitesse. Il faut qu'ils se déplacent vite. Très rapidement, ils tirent le télégraphe. Et le télégraphe s'arrête. Il part de l'est vers l'ouest, il s'arrête. Il part de l'ouest vers l'est, il s'arrête. Entre les deux, on met en place le Pony Express. Ce sont des gens qui courent avec des petits Mustangs et qui portent le courrier rapide, urgent, c'est cher. Mais ils le font. On met des diligences rapides. Et dès qu'on peut, on tire les lignes de voie ferrée. Et alors là, dans cette création stratégique des États-Unis, car c'est du stratégique, ce sont des compagnies privées qui travaillent. Les compagnies de télégraphe se bouffent le nez pour avoir les marchés, c'est elles qui achètent les politiques pour les adjudications, comme les compagnies ferroviaires. Donc les États-Unis, dans le dos des bons citoyens américains, se créent sur la vitesse, le pognon privé et la collusion entre l'État et le pognon privé. Vous voyez comment ils se créent. Nous, pendant ce temps-là, en Europe, on a bien des financiers internationaux, depuis très longtemps, c'est les assureurs. Et pendant les guerres entre les Britanniques et les Français, la compagnie Lloyd's à Londres payait rubis sur l'ongle les cargaisons assurées des bateaux français qui avaient été détruits par les bateaux de la Home Fleet de Sa Gracieuse Majesté. Déjà, il n'y a pas de frontière dans le pognon, où on essaye de les limiter.